Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, accompagnée d'Elsa qui est là avec moi pour ce webinaire autour du vieillissement, bien sûr, mais cette fois-ci de la mobilité. Comment on peut mieux agir pour les animaux vieillissants qui commencent à perdre de la mobilité. Je vois que vous arrivez en nombre, donc c'est super bien. C'est un webinaire qui attire beaucoup parce que vous étiez sur LinkedIn, plus de 250 personnes à être inscrites. Et là, aujourd'hui, pratiquement 200 à avoir le, le Google Form pour nous rejoindre ce midi. Vous serez probablement moins en direct, bien sûr, mais il y a le replay qui sera accessible. Est-ce que vous pouvez utiliser on va démarrer rapidement. J'aimerais juste vérifier. Je vois que Émilie a mis bonjour à toutes et à tous, donc c'est super. Le chat a l'air de fonctionner, contrairement à la dernière fois où j'avais eu un petit problème de chat, donc c'est super. Ce chat-là que vous voyez sur le côté, il va nous servir tout au long de la session. On est 1 heure ensemble, mais surtout à la fin de la session. On va d'abord dérouler avec Elsa le sujet, et puis à la fin, il y aura une partie qui est réservée vraiment à répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas du coup à utiliser ce chat pendant tout le déroulé pour ne pas oublier vos questions, les mettre, et moi je remonterai de toute façon le fil des questions sans problème. Eh bien, écoutez, on va commencer. Elsa, tu es prête? Oui, merci d'être là. Je vais commencer en me présentant. Et puis après, c'est Elsa surtout qui va se présenter, qui va présenter sa spécialité sur laquelle elle travaille chaque jour dans sa clinique. Je te laisse passer, Elsa. Ah, pardon, excuse-moi, Marie. Alors, hop. T'inquiète. C'est bon, ça passe. OK. Alors, moi, je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation et aujourd'hui, je travaille au sein de Solam, qui est une société qui a été créée, enfin une société vétérinaire. Alors, ce n'est pas une clinique parce que je fais que du domicile et des entretiens à distance, mais Solam est dédiée à l'accompagnement de la fin de vie des animaux. Je n'entends rien, Joël, elle n'entend rien. Alors, comment ça se fait? Les autres, vous entendez bien? Moi, je t'entends, ouais, Marie. On va attendre juste. Oui, Chloé, oui. Bon. Joël, peut-être remettre le son de votre ordinateur. Des fois, ça m'arrive, ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Que Solam est une entreprise dédiée à l'accompagnement de la fin de vie des animaux. En gros, je me place vraiment à l'interface entre les animaux, leurs familles et les équipes vétérinaires pour amener des soins à l'animal âgé, à l'animal à la toute fin de sa vie, et notamment aussi avec des euthanasies à domicile. Et je vais plus loin avec de l'accompagnement au deuil après le décès de l'animal. Tu peux passer, Elsa, c'est au sein de Solam que je propose cette série de webinaires, mais je fais aussi de la formation. Alors, pour les équipes vétérinaires et ASV, vous êtes une grosse partie des gens présents ici qui avaient ces fonctions-là, mais aussi je fais de la formation pour des professionnels du monde animalier en général, donc de façon plus large, éducateurs, pet-sitters, comportementalistes, personnes qui travaillent dans le funéraire, que ça soit humain ou animal. Et donc voilà, je vous ai mis un QR code que je vais vous rajouter dans le chat. Je vais vous rajouter dans le chat les liens pour aller voir quelles sont ces formations-là. Je voulais juste vous dire qu'il y a un tarif préférentiel en ce moment lié à Noël avec 20% de réduction. Donc, c'est le moment de vous inscrire. Par ailleurs, Elsa, je te laisse tourner aussi. Tous les webinaires que je propose sont accessibles en replay. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Solam. Et puis, vous aurez accès au replay. Celui-ci, il sera accessible aussi d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Et si vous êtes inscrit à la newsletter, vous recevrez de toute façon le lien vers le replay directement. Je te laisse la main, Elsa, pour te présenter. Et encore merci d'être avec moi ce midi. C'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup, Marie, pour ton invitation, surtout sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler de l'animal senior et sur la partie perte de locomotion liée à l'âge.
Alors, je me présente rapidement. Je suis le docteur vétérinaire Elsa Lerena. Donc, il y a 10 ans que j'exerce. Je suis sortie de l'école vétérinaire de Toulouse en 2015. Et 2 ans plus tard, je me suis intéressée à la physiothérapie. J'ai eu la chance de passer mon CCRP, qui est un certificat américain de l'Université du Tennessee en physiothérapie. Et très rapidement, après ma certification, j'ai exercé dans un centre de référé où je faisais la rééducation principalement post-opératoire à Strasbourg. Quelques années après, je me suis orientée vers la phytothérapie, en plus par demande au départ des propriétaires qui étaient dans des impasses thérapeutiques. J'ai passé mon examen de phytothérapie en 2020 à l'école de Toulouse. Pareil, ma pratique m'a amenée à me diriger vers la nutrition. J'avais pas mal de demandes, notamment dans la prise en charge de l'animal senior, l'animal en surpoids. Donc, j'ai fait 2 formations avec Argeline Formation, Nutriphysio et Nutripathie. Et je me suis orientée vers la micronutrition en humaine en 2022 avec l'Université de Strasbourg. J'ai fait mon DU micronutrition et j'arrive à l'utiliser quand même au quotidien aussi à faire une transposition sur ma pratique vétérinaire. Et depuis 2021, j'ai rejoint le réseau Cap Douleur pour la gestion de la douleur, notamment par la physiothérapie, mais pas que. Et depuis octobre 2021, je suis formatrice pour eux. Et plus récemment, on a créé en 2025 avec ma consoeur Dr Tiberguin Hélène un EPU physiothérapie et douleur. Alors, moi, j'ai ouvert mon cabinet, donc j'ai exercé pendant 3 ans dans un centre de référé. Et en 2020, j'ai ouvert mon cabinet de physiothérapie dans la périphérie de Strasbourg. Donc, c'est un cabinet à activité exclusive en physiothérapie et médecine complémentaire. Donc, je propose des consultations de physio, mais de phytothérapie, de nutrition et de micronutrition et des consultations douleur. Et puis, la plupart du temps, j'intègre en fait toutes mes disciplines dans la prise en charge de mes patients. Donc, j'ai un plateau technique qui est complet. Donc, j'ai récemment déménagé là au 1er novembre. Donc, j'ai 150 mètres carrés vraiment destinés aux médecines complémentaires avec 2 salles de consultation. J'ai un tapis d'hydrothérapie immergé. J'ai une plateforme de proprioception motorisée. Et puis après, j'ai les ultrasons, l'électrothérapie, la thérapie laser. On en parlera un peu plus en détail après. Je te redonne la main, Marie. Merci Elsa. Pendant ce webinaire, on a décidé avec Elsa d'aborder différentes thématiques, enfin différents points. Le premier, c'est un peu comprendre le vieillissement locomoteur et ce qu'il implique en fait pour l'animal. Et puis après, de passer, donc ça c'est vraiment l'introduction assez rapide. Le but, c'est de vraiment donner la main à Elsa pour nous expliquer en quoi la physiothérapie en fait peut être un véritable levier pour améliorer la qualité de vie, parce que vous verrez, on parle surtout de qualité de vie, notamment à la fin de la vie et chez l'animal vieillissant. Et ensuite, on fera un focus plus sur l'arthrose et notamment sur ce que peuvent faire les propriétaires pour améliorer la qualité de vie de leur animal en termes d'ergothérapie à partir de 3 cas cliniques. Et on vous a choisi 3 cas cliniques avec 3 races différentes, le chien, le chat et le lapin senior. Alors, le vieillissement locomoteur, ce qu'il faut garder en tête principalement, c'est que ça entraîne 2 choses principales. C'est le vieillissement qui entraîne ça, hein, la perte de masse musculaire et la diminution de la masse osseuse. La perte de masse musculaire, ça va entraîner différentes choses aussi, hein, en tout cas, ça a différentes définitions. La perte musculaire, elle peut venir de 3 mécanismes, soit une atrophie musculaire par défaut d'utilisation, donc un animal qui va moins se bouger, hein, qui va moins se déplacer, et les muscles qui ne sont plus moins bien utilisés. Ça, c'est par exemple lors de boiterie, de douleur ou d'immobilisation. S'il y avait Elsa pourra nous en parler, hein, notamment de chirurgie qu'on peut aussi avoir chez l'animal senior. Et puis, ensuite, il peut y avoir ce qu'on appelle la sarcopénie, qui est à différencier de la cachexie. La sarcopénie, c'est lié vraiment au processus de vieillissement physiologique, enfin normal, hein, sans pathologie par ailleurs. C'est une perte de masse musculaire qui est associée à une augmentation de la masse grasse. C'est vraiment, que ça soit d'ailleurs chez l'humain ou chez les animaux, c'est ce qui se passe, hein, quand on vieillit, on perd de la masse musculaire. La cachexie, c'est
un peu la même chose, mis à part que c'est lié à des pathologies. Ça veut dire que ce n'est pas sur un vieillissement sain, c'est un vieillissement pathologique parce qu'il peut y avoir une insuffisance rénale chronique, un cancer qui entraîne de la cachexie aussi, et donc un amaigrissement et une perte de masse musculaire. Vous comprenez bien qu'en fait, c'est la masse musculaire qui va nous permettre de nous mouvoir, de nous lever, d'arriver à nous soulever, etc. Donc, c'est contre cette sarcopénie, cette cachexie ou cette atrophie musculaire qu'il va falloir combattre pendant le vieillissement. Et la physiothérapie, Elsa nous l'expliquera en quoi ça peut justement le permettre. Et puis, il y a aussi une diminution de la masse osseuse. Ça veut dire que, en fait, avec le vieillissement, entraîne une augmentation de l'activité ostéoclastique et une diminution de la formation osseuse par les ostéoblastes. Pour les personnes qui ne sont pas vétérinaires ou ASV, c'est les petites cellules qui vont venir construire l'os. Et en fait, on a de moins en moins de ces cellules-là qui construisent les os. Et en fait, c'est pareil au niveau des cartilages, donc qui fait la jonction entre les os. On a aussi une diminution de la production des chondrocytes, qui sont aussi les cellules qui vont former le cartilage, aussi des glycosaminoglycanes et même de l'eau. Il y a moins d'eau dans les articulations. Donc tout ça, ça fait que déjà, il peut y avoir de la douleur. Vous voyez un peu le cercle un peu infernal, c'est la douleur qui fait qu'on bouge moins, mais c'est aussi le vieillissement qui fait qu'on bouge moins et qu'on a mal. Donc bref, tout est lié. Elsa va revenir là-dessus. Et en tout cas, ça a un impact sur la qualité de vie. Hop. En tout cas, ces modifications, qu'elles soient physiologiques et puis cette perte musculaire, ça entraîne le plus souvent chez l'animal vieillissant une pathologie qu'on connaît quand même assez bien, qui est l'arthrose. Et je voulais juste, avant de repasser la main à Elsa, vous rappeler quelques chiffres pour l'arthrose. Je regarde en même temps, je suis désolée, je gère en même temps les arrivées. Donc non, c'est bon. Pour l'instant, il n'y a personne qui souhaite arriver. Chez le chien, c'est 80% des chiens de plus de 8 ans qui présentent de l'arthrose. Ça veut dire que si on regarde par rapport à leur pourcentage de temps de vie, ça veut dire que nos animaux, nos chiens, vont vivre pratiquement 15% de leur vie avec de l'arthrose. D'accord ? Donc, c'est pas rien, en fait, 15% d'une vie, c'est assez long. Et les chats, alors l'arthrose, elle est sous-traitée parce qu'elle est sous-évaluée. Elle est parfois difficile à mettre en évidence chez le chat. Mais on a des estimations qui sont, donc pareil, vous voyez, le chiffre est moins exact, entre 60 et 90% des individus de plus de 12 ans qui présentent de l'arthrose. Sachant que, Elsa va en parler aussi, l'âge, ça on vient de le voir, mais aussi l'obésité est un facteur de risque d'augmentation de l'arthrose et de l'augmentation de la douleur et ce cercle vicieux dont Elsa va vous reparler. Donc là, maintenant, je vais laisser la main à Elsa pour nous dire en quoi le rôle de la physiothérapie peut avoir un impact bénéfique sur la gestion de ces animaux avec moins de mobilité et potentiellement avec de l'arthrose. Merci Marie. Donc la physiothérapie, on va le voir, c'est un vrai levier pour améliorer la qualité de vie, mais avant tout améliorer la mobilité de l'animal vieillissant. Donc comme vous l'expliquez Marie, dès qu'on a un vieillissement locomoteur, ce qu'on va nous observer, soit en tant que propriétaire, soit en tant que vétérinaire ou assistant vétérinaire, c'est de la raideur au niveau locomotion, au niveau des membres. Assez rapidement, quand l'animal commence à diminuer ses mouvements, on va avoir une perte de la masse musculaire. L'arthrose en particulier va aussi développer des douleurs chroniques et on a progressivement aussi une perte de la diminution de la proprioception. Donc la proprioception, c'est la perception des pattes dans l'espace. Donc c'est le fait que des animaux vieillissants ont tendance parfois à trébucher, à perdre leur équilibre. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir prendre en charge grâce à la physiothérapie et grâce aux différents outils que je vais vous présenter. Il ne faut pas oublier que pour les animaux seniors, l'objectif, c'est plus la performance, comme on pourrait l'avoir sur des animaux en post-opératoire un peu plus jeunes, mais on va chercher avant tout le confort de l'animal au quotidien, améliorer sa qualité de vie. Vous allez voir, c'est un mot qui va revenir très souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel chez l'animal senior. Et on va parler d'autonomie. Maintenir l'autonomie de l'animal, ça va être une prise en charge très importante à prendre en compte dans la prise en charge de la physiothérapie, notamment par l'ergothérapie, dont on va parler dans les différents cas cliniques. Alors, les objectifs principaux en physiothérapie, j'ai mis pour moi les 3 principaux sur l'animal senior en plus gros. La priorité, ça va être de soulager la douleur. Ça peut être en traitement principal ou en traitement secondaire, en plus d'un traitement médicamenteux, mais il est primordial de soulager la douleur avant d'envisager de remettre en mouvement l'animal.
Dans un deuxième temps, on va chercher à maintenir la masse musculaire. Comme vous l'a expliqué Marie, lié à l'âge, lié au vieillissement, on va avoir une perte naturelle de la masse musculaire. Donc, on va chercher à la maintenir autant que possible et dans l'idéal même de récupérer un peu de masse musculaire. Grâce au fait de remettre en mouvement, on va aussi chercher à améliorer la mobilité, éviter ce qu'on appelle l'ankylose articulaire. Et de manière plus secondaire, bien sûr, on va gérer l'inflammation qui peut être liée aussi à l'arthrose, améliorer cette fameuse proprioception. On va aussi éviter les compensations. Souvent, quand on a des animaux, par exemple, qui sont atteints d'arthrose au niveau du train arrière, on va voir qu'ils cherchent à compenser en mettant du poids sur les antérieurs. À terme, si on ne fait rien pour limiter cette compensation, on a un risque de développement prématuré aussi d'arthrose sur les membres antérieurs. Donc, on va chercher à retravailler ces déséquilibres posturaux et on va chercher de manière générale la stabilité articulaire pour limiter, on va dire, la dégradation de l'animal et limiter l'immobilisation. Donc, on va reparler de ce fameux cercle vicieux, entre guillemets, de l'arthrose. Alors, je reprends l'expression que ma consoeur Hélène Seberga aime beaucoup, c'est lotion is motion. Ça veut dire qu'en gros, le mouvement, c'est le médicament. Donc, tout l'objectif, c'est de remettre l'animal en mouvement. Donc, c'est assez contradictoire avec ce que parfois on peut entendre. Ah, il est vieux, il est arthrosique, on va limiter le mouvement, il n'y a plus rien à faire. Au contraire, on va chercher à remettre l'animal en mouvement, et ça, on parle de chien, de chat ou même de nac. Hein. On verra 3 espèces différentes dans les cas cliniques. Mais il est vraiment important de remettre l'animal en mouvement pour casser ce cercle vicieux de l'arthrose. Donc, quand on a de l'arthrose, on a de l'inflammation au niveau des articulations qui vont provoquer de la douleur, notamment de la douleur chronique. On a une diminution du coup de la mobilité parce que l'animal, il a envie de moins bouger. Par conséquent, on peut avoir une prise de poids qui va en plus potentiellement aggraver le processus d'arthrose, une fonte de la masse musculaire, avec une aggravation des compensations, et on a ce cercle vicieux qui entre guillemets, sans fin si on ne cherche pas à un des éléments. Donc, on retrouve les trois points principaux de la physiothérapie: soulager la douleur, améliorer la mobilité et maintenir la masse musculaire. Et en fait, on va pouvoir, avec nos différentes thérapies, intervenir à différents niveaux de ce cercle vicieux de l'arthrose liée notamment au vieillissement. Alors, j'ai décidé aujourd'hui, je vais encore vous parler du rôle du physiothérapeute dans l'animal vieillissant. Donc, d'un point de vue plus pratico-pratique, ça va être d'aider l'animal senior à continuer à faire des activités quotidiennes. Donc, pour le chien, ça va être capable d'aller faire les promenades, d'aller renifler les copains, monter sur le canapé pour jouer éventuellement encore un petit peu. C'est pas parce que l'animal vieillit qu'il n'a plus envie de jouer. Ça, on va le retrouver aussi chez le chat, le côté joueur, envie de chasser, un animal qui est capable aussi de monter sur son arbre à chat. Le but, c'est vraiment de retrouver des comportements que l'animal avait naturellement avant et que parfois même les propriétaires ont tendance à oublier. Ah c'est vrai qu'en fait, il était joueur, c'est vrai qu'il aimait bien faire telle ou telle chose. Parfois, j'ai des propriétaires, grâce à la physio, qui me disent « je retrouve en fait une seconde jeunesse de mon animal ». Et ça, c'est le meilleur des cadeaux qu'ils peuvent nous faire, c'est de retrouver des comportements que l'animal ne faisait plus et qu'on avait tendance à associer au fait qu'il soit âgé, alors qu'en fait, tout simplement, il avait potentiellement mal et il se limitait dans ses mouvements. Et notre rôle en tant que vétérinaire, en tout cas en physiothérapie, c'est de soutenir les propriétaires face à l'évolution de l'état de leur animal. Donc, à la fois en leur donnant des compétences pour évaluer les pertes de mobilité, évaluer la douleur de leur animal, mais aussi en leur donnant des outils, des compétences éventuellement thérapeutiques. Donc, on va le voir par la suite avec des exercices, des mobilisations, éventuellement du massage, leur donner des compétences et des connaissances pour qu'ils puissent eux-mêmes être capables d'intervenir sur cette dégradation de leur animal qu'ils voient au quotidien. Alors, on va parler de 3 techniques. Alors, il y en a d'autres, mais j'ai décidé de cibler parce que voilà, sinon on pourrait passer une journée sur l'animal senior avec la physiothérapie, on a de quoi dire. J'ai les 3 principales techniques que moi j'ai proposées en rééducation pour les animaux seniors: l'hydrothérapie, la thérapie laser et la plateforme de proprioception motorisée. Il y en a d'autres, bien sûr, il y a la magnétothérapie, l'électrothérapie, éventuellement les ultrasons. Enfin, on a d'autres panels d'outils en rééducation et c'est ça qui est très intéressant. Voilà, ça, c'est les 3 principaux où on va avoir déjà pas mal de leviers d'action.
Donc, le premier, ça va être l'hydrothérapie. De préférence, l'hydrothérapie dans un tapis immergé où on a l'eau qui va monter en fonction de la taille du chien. Donc, le premier intérêt, c'est qu'on va avoir un travail sans impact sur les articulations. Donc, il faut savoir que quand on a l'eau au niveau des hanches, on n'a plus que 40% du poids sur les membres de l'animal. Donc, ça va être vraiment intéressant pour travailler tout en douceur. Alors là, vous voyez un chien dans l'eau, mais c'est tout à fait faisable avec certains chats, voire certains lapins. Ça nous est déjà arrivé aussi de mettre des lapins, justement pour avoir cet effet porteur. Le deuxième intérêt, ça va être de renforcer au niveau musculaire. Je vous disais avant, le but, c'est de retravailler la masse musculaire. On a, par la résistance de l'eau, on dit que ça demande à peu près 7 fois plus d'effort d'un point de vue musculaire de marcher dans l'eau que de marcher sans eau. On leur impose le pas aussi. C'est l'allure qui nous intéresse le plus pour remuscler un animal. C'est le fait qu'ils prennent le temps de poser chaque membre. Indirectement, ça va aussi améliorer la mobilité articulaire parce que, alors on ne le voit pas forcément très bien sur Naya, mais on voit que ça augmente les amplitudes articulaires dans l'eau. Donc, ça va permettre de travailler, de contrecarrer l'ankylose éventuelle articulaire. Et le dernier élément qui est intéressant, c'est le travail de la proprioception, justement de la perception de ses pattes. Donc, ça améliore également la proprioception. Donc, l'hydrothérapie, c'est vraiment un traitement de choix pour les animaux seniors. C'est vraiment tout en douceur. Bien sûr, quand ils ont des soucis cardio-respiratoires, on fait des sessions de 2-3 minutes avec des pauses parce que ça demande quand même un effort cardio-respiratoire. Mais voilà, l'avantage aussi, c'est que l'eau, elle est chauffée. On est à environ 30 degrés, surtout là en hiver. Donc, ça permet aussi d'avoir une détente au niveau musculaire. Ça fait du bien au niveau des articulations également. Donc, et c'est très, très bien toléré. Donc voilà, ça c'est un outil que moi j'utilise systématique. Si je devais en garder un seul parmi tous les outils pour gérer l'arthrose, ça serait vraiment l'hydrothérapie. On voit tellement d'effets bénéfiques et puis les animaux comprennent vite que ça leur fait du bien. Ils aiment revenir faire leur séance. La deuxième thérapie que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la thérapie laser. Donc c'est de plus en plus répandu dans le monde vétérinaire. Donc c'est l'utilisation d'infrarouge à visée thérapeutique. Ça stimule en fait des réactions qu'il y a naturellement dans le corps, ce qu'on appelle la photobiostimulation. Donc, on va stimuler des réactions qu'il y a naturellement dans le corps grâce à la lumière infrarouge. Alors, c'est très, très bien toléré par les animaux. Pour le coup, c'est sur toutes les espèces. Contrairement à l'hydrothérapie, ça peut être un peu plus touchy sur les nacs ou sur les chats. Là, sur les lapins, sur les chats, c'est très, très bien toléré. On le verra par la suite. La première action que ça va avoir, c'est une action antalgique, antidouleur. Donc, on parlait que l'objectif numéro 1 en physio, ça va être de gérer la douleur sur les animaux vieillissants. Là, le laser a tout à fait sa place dans cet objectif-là. Ça a également une action anti-inflammatoire, cicatrisante et régénérative. Donc, c'est ce que disait Marie, au niveau du cartilage, on a une perte aussi de la matrice cartilagineuse. Donc là, le laser peut avoir un intérêt. Et anti-œdémateuse. Parfois, on a des œdèmes aussi qui se forment liés à l'inflammation, liés à l'arthrose. Je pense notamment à l'arthrose au niveau des coudes. Donc, le laser va vraiment avoir un effet sur cet aspect-là également. Donc, c'est des séances qui ne durent même pas très, très longtemps, suivant la taille de l'animal. On est entre quelques minutes, à 1 ou 2 minutes, à des séances maximum de 4 à 5 minutes. Donc, en général, moi, je commence toujours par la thérapie laser pour avoir cette action anti-inflammatoire, antidouleur. Et ensuite, on va passer sur des exercices plus actifs pendant une séance. Et la dernière technique que je voulais vous présenter en clinique, c'est ce qu'on appelle la plateforme de proprioception motorisée. Donc là, on voit Talia qui a de l'arthrose au niveau du coude gauche. Donc, tout comme l'hydrothérapie, on a un travail qui est sans impact. On a des mouvements en fait de rotation de la plateforme qui vont permettre de travailler le renforcement musculaire des muscles stabilisateurs, des muscles qu'on appelle des fibres lentes, les fibres de la posture. Ce qu'il faut savoir, et c'est pareil en humaine, c'est que c'est les premières fibres qu'un animal va perdre en cas d'immobilisation. C'est les fibres lentes. Et justement, cette plateforme va travailler ces fibres-là. C'est les fibres de l'endurance, ce n'est pas les fibres de la force. Donc, ça permet de travailler tout en douceur le renforcement musculaire. C'est totalement complémentaire de l'hydrothérapie parce que là, c'est un travail qui va être statique, alors que l'hydrothérapie, on a un travail qui va être dynamique. Donc,
c'est totalement différent et complémentaire. La différence, c'est qu'on a un gros travail de l'équilibre et de la proprioception. Donc, les animaux âgés ont tendance à perdre comme ça leur équilibre. On le voit au fur et à mesure. Moi, j'en vois, je suis depuis quelques années, donc on les voit se dégrader un peu au niveau proprioception. Et avant, on faisait des séances avec beaucoup de mouvements aléatoires. Et au fur et à mesure du temps, on est obligé de faire des séances de plus en plus douces parce que l'animal n'a plus les mêmes réflexes, mais ça permet quand même de bien les entretenir. L'avantage aussi de cette plateforme, c'est que c'est utilisable sur toute espèce. Donc, les chats, c'est très bien toléré. On va le voir après, je mets les lapins dessus. J'ai déjà mis un furet. Enfin, c'est très bien toléré. Ça fait pas de bruit, c'est tout en douceur. On peut adapter l'amplitude, la vitesse et on peut mettre aussi des programmes aléatoires pour que l'animal ne puisse pas anticiper. Donc, on peut mettre différentes difficultés qu'on peut quantifier. Contrairement à la plateforme manuelle où c'est difficile de quantifier le travail de l'animal, là, ça permet de savoir comment l'animal progresse au fur et à mesure des séances. Ensuite, je voulais vous présenter 4 outils qu'on va pouvoir mettre en place à la maison. Le massage, la marche en laisse, tout ce qui est kiné passive et active et la thermothérapie. Alors, la marche en laisse. Alors ça va concerner principalement les chiens. Bon courage pour les chats. Ça paraît anodin, mais j'ai beaucoup d'animaux seniors qui ne promènent plus ou qui restent dans le jardin. Bon, il est vieux, on ne sort plus trop, alors que c'est un exercice qui est essentiel. Si j'en avais un seul à donner à la maison, c'est on reprend les balades. À la fois pour le côté locomoteur, musculaire, mais aussi pour le bien-être mental de l'animal. Surtout le chien, il a besoin d'aller renifler les odeurs des copains, de laisser, voilà, c'est vraiment leur vie sociale. C'est important de continuer à promener nos animaux seniors. Alors, c'est un exercice qui est essentiel pour maintenir la masse musculaire. Donc, comme je vous expliquais avant, le fait de marcher va permettre de maintenir la masse musculaire. C'est une activité qui est douce, à faible impact, si on le fait au pas, accessible à tout le monde. Donc, on va chercher à entretenir le tonus musculaire, stimuler la mobilité des articulations, travailler l'équilibre, la proprioception et surtout prévenir le déconditionnement lié à l'immobilité. Alors, comment est-ce qu'on va le proposer? On va proposer plutôt des petites promenades de manière régulière et fractionnée, donc plutôt des petites promenades qu'une très longue sur la journée. Donc après, ça va vraiment dépendre du passé de l'animal, du passé sportif notamment. On peut dire 3 fois 15-20 minutes plutôt qu'une balade d'1 heure par jour. À allure lente et contrôlée. Donc ça va s'adapter en fonction du caractère et de l'animal. Et on va chercher à augmenter progressivement selon la tolérance du chien. C'est là où c'est intéressant de sensibiliser les propriétaires à observer les signes de douleur. Par exemple, voilà, on est passé à 45 minutes de promenade, mais le chien, il a énormément de difficultés à se lever après une période de repos, c'est qu'on est allé un petit peu trop fort. Donc, en pratique, je fais augmenter de 5 minutes par promenade par semaine. Donc, ça veut dire si mon chien, il fait 10 minutes de promenade, voilà, il ne boite pas plus, il n'est pas plus raide après cette levée, on peut tenter de faire 15 minutes la semaine suivante. Si ça passe à 15 minutes, on peut faire sur 1 semaine ou 2 semaines et on peut augmenter ensuite à 20 minutes, etc. Alors bien sûr, on est sur des animaux vieillissants, donc on va peut-être plus refaire 1 heure et demie de balade, mais jusqu'à tolérance de l'animal. Donc ça, c'est très chien dépendant et comme dit, ça dépend de son passé sportif. On va éviter aussi tout ce qui est surface instable, qui glisse, voilà, pour limiter l'impact sur les articulations et sur les muscles. Alors, je vous ai montré aussi quelques petits exercices de kiné passive. Donc, la kiné passive, c'est de mobiliser de manière nous-mêmes. De manière... Ah, pardon, il y a le son. Il y a une des vidéos qui a... J'ai laissé le son, pardon. Alors, c'est des flexions-extensions des articulations. Donc, il y a le carpe, je vous ai montré le genou, ou des mouvements de pédalage. Là, le but, c'est vraiment de lutter contre l'ankylose articulaire. On va faire des mouvements dans la tolérance de l'animal, des mouvements que l'animal accepte de faire. On ne force pas, on n'est pas sur des étirements. Ça peut être très intéressant de le faire matin et soir, mais surtout avant les balades, éventuellement, pour, entre guillemets, chauffer les articulations. Ensuite, on va avoir des mouvements de kiné active. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Le assis debout, ça peut être très intéressant pour travailler le renforcement des muscles des postérieurs en faisant des assis debout. Ça travaille aussi la flexion et l'extension de la hanche, notamment avec nos animaux qui sont atteints d'arthrose au niveau des hanches. Ensuite, on a les antérieurs sur un tabouret. Alors, ça peut être un tabouret, ça peut être un petit muret en balade, une marche ou un petit trottoir pour les animaux plus petits.
Ça va permettre de remettre du poids sur les postérieurs et de travailler les muscles de la posture. C'est un peu comme la planche en humaine, ça travaille le gainage au niveau des abdos. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment facile à intégrer dans la promenade, un petit muret. Hop, on garde la position 5-10 secondes et on repart, etc. Pareil pour les assis debout, on attend au feu rouge pour traverser, on fait quelques petits assis debout et puis hop, on repart en balade. Bien sûr, c'est vraiment à doser en fonction de l'état de l'animal. Il y a des animaux seniors, le assis et le debout. On sent que c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment à adapter en fonction de l'évolution de son vieillissement. Et le dernier exercice que je vous ai mis, c'est le 8. Ça peut être autour de plot, ça peut être entre les jambes. Le but, ça va travailler la mobilité de la colonne et le report de poids d'abord d'un côté. Quand il tourne à droite, report de poids à droite. Quand il tourne à gauche, report de poids à gauche. Donc, vraiment travailler cette flexibilité qu'on peut avoir au niveau de la colonne. Après, des exercices de kiné active, il y en a d'autres. Mais le but, c'est de faire un petit peu tous les jours pour remobiliser en douceur l'animal. Ensuite, on va avoir les massages. Donc ça, les massages, c'est vraiment accessible pour tout le monde. L'objectif, ça va être de diminuer les tensions musculaires, notamment liées à la douleur ou aux compensations. On va chercher à améliorer la nutrition des muscles par revascularisation. On peut le faire aussi après un effort, une balade un peu plus importante. Le week-end, on a un peu plus de temps. On a fait 1 heure de balade. On peut se prendre le temps le soir de faire un bon massage pour que l'animal n'ait pas trop de courbatures. Voilà. Il y a des études, il y a une étude sur un peu plus de 500 chiens qui montre que des massages plusieurs fois par semaine faits par les propriétaires augmentent de manière significative la qualité de vie, le confort de l'animal. Donc, s'il y a bien une chose à mettre en place par le propriétaire et que les gens sont demandeurs, c'est d'apprendre à masser leur chien. Donc là, je vous ai mis en vidéo un massage tout simple qui est l'effleurage. C'est vraiment le massage de base, mais qui apporte déjà beaucoup de détente. Donc, c'est la main à plat, vraiment des mouvements très amples en appuyant au niveau là, je suis sur les muscles paravertébraux. On fait des mouvements très amples et le but, c'est vraiment c'est un moment de détente et de complicité entre le propriétaire et l'animal. Donc, on fait des mouvements lents dans le sens des fibres musculaires, dans le sens du poil. On peut faire des séances relativement courtes, entre 3 et 5 minutes. Après, on peut monter jusqu'à 20 minutes de massage pour ceux qui ont du temps et plusieurs fois par semaine, idéalement. Bien sûr, on arrête dès que l'animal présente un inconfort. Donc, ça peut être, il se lèche au niveau de la truffe, un petit regard comme ça en arrière et on lance un petit regard, genre là, je suis inconfortable. On évite bien sûr les zones chaudes, douloureuses ou lors d'inflammation aiguë. Donc, pour les propriétaires, j'irai toujours demander quand même l'avis du vétérinaire avant de masser votre animal. Mais sachez que c'est un élément de prise en charge de la douleur et amélioration de la qualité de vie qui est vraiment intéressant. Et puis, ça va permettre aussi d'avoir des émotions positives et c'est montré en humain et c'est de plus en plus présent chez nos animaux qu'il y a un réel impact sur la perception de la douleur par l'animal grâce aux émotions positives. On a une amélioration, une meilleure tolérance de la douleur en favorisant des émotions positives chez l'animal. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la thermothérapie. Donc, la thermothérapie, c'est l'utilisation du chaud à des fins thérapeutiques. Donc, on va l'utiliser pour diminuer les douleurs et assouplir aussi les tissus musculaires, articulaires. Donc, en pratique, on va utiliser une bouillotte. Moi, je préfère les bouillottes à base de graines de lin. Comme ça prend bien la forme de l'animal. On met au micro-ondes et qu'on va réchauffer. Idéalement, on peut l'utiliser avant un massage ou après un exercice un peu plus intense, en rentrant de balade, tout simplement. 15-20 minutes. Il faut pouvoir le supporter sur le bras pour ne pas brûler l'animal. Donc, jamais trop chaud. Et bien sûr, si l'animal part et ne le tolère pas, on arrête, on ne force pas. Il y a des animaux qui ne le tolèrent pas. Et d'autres qui, très naturellement, vont chercher à trouver du réconfort auprès d'une source de chaleur. Donc, de manière propice, moi, je dis le soir, sur la zone douloureuse, le bas du dos, au niveau des hanches. 15-20 minutes, ça, c'est plutôt apprécié. Alors, où, comment et à quel rythme on va proposer de la physiothérapie. Donc, on va toujours avoir une prise en charge avec une consultation initiale faite par un vétérinaire. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, grâce à cette consultation initiale, on va mettre en évidence des faiblesses, des choses à travailler et on va faire ce qu'on appelle un bilan fonctionnel. De ce bilan, on va en déduire des objectifs à atteindre. Voilà, remuscler, retravailler la mobilité, etc. Et de ça, il y a un plan thérapeutique qui va en découler. Des exercices à la maison,
l'ergothérapie également, mais également un protocole de soins à proposer en clinique, en fonction des outils que vous avez. Donc, au cabinet, c'est des séances qui avec des techniques spécifiques comme on a vu avant. Et on va chercher à réévaluer l'animal à chaque séance. Donc, c'est là que c'est important qu'il y ait quand même un contrôle vétérinaire régulier parce qu'on va adapter notre séance de physiothérapie en fonction du retour du propriétaire. Est-ce qu'il a boité? Est-ce qu'il a eu du mal à se lever pendant 4 jours après la séance? C'est qu'on a été un petit peu trop fort. Donc, et ça, c'est vraiment animal dépendant. Donc, c'est impossible de vous dire qu'aujourd'hui, on va faire 10 minutes. La semaine suivante, on fait 15. Si ça trouve 15, ça ne passera jamais pour cet animal-là. Donc, on va vraiment avoir une réévaluation un peu permanente de comment l'animal réagit aux exercices à la maison et aux séances qu'on a fait en clinique. À la maison, on essaie d'introduire les exercices dans une routine pour que ça ne soit pas une contrainte pour le propriétaire, sinon, en fait, ils ne vont pas suivre le plan thérapeutique. Donc, on essaye d'intégrer les exercices éventuellement même pendant la promenade ou, par exemple, au retour à la maison. Au niveau de la fréquence, idéalement, c'est de faire une mise en route d'une séance par semaine pendant 3 à 6 semaines. Ça va dépendre un peu de l'animal. Idéalement, moi, je dis quand même 1 mois. Et ensuite, on va espacer les séances. Une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines, une fois toutes les 4. Après, moi, j'en ai, si on fait toutes les 4 semaines, ils se dégradent. Donc, on va faire une séance tous les 15 jours. Et dans les séances, on va utiliser différentes techniques, thérapie laser, hydrothérapie, éventuellement la plateforme de proprioception. Et on va ajuster en fonction de la réaction de l'animal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des animaux qu'on va suivre quasiment jusqu'à leur fin de vie. Moi, il y a des patients, ça fait 8 ans que je les suis en physiothérapie et on va les suivre jusqu'au bout. Donc, il faut vraiment qu'on ne fasse des séances que tant que l'animal montre un intérêt et un confort. Si on a un animal qui devient inconfortable pendant les séances, alors pour la thérapie laser, pour le coup, on est plutôt tranquille, on peut le garder, mais il y a des animaux où on arrête l'hydrothérapie parce que ça devient trop difficile pour eux. On est sur la gestion de la douleur, la gestion des compensations, du massage, mais on ne va plus forcément aller les mettre dans l'eau parce que ça leur coûte trop physiquement. On va préférer qu'ils fassent quelques petites sorties avec leur propriétaire à la maison. Donc, il faut adapter votre séance en fonction du profil de l'animal, des séances plus courtes avec des exercices qui sont plus doux. Attention aux comorbidités qui peuvent être fréquentes, insuffisance rénale, cardiaque, les troubles cognitifs aussi liés à l'âge. Donc, on va vraiment adapter en permanence et on va adapter aussi à l'humeur du jour, à la fatigue du jour. Sur les périodes plus humides, on a des animaux qui sont plus raides, plus boiteux. Donc, on va peut-être limiter les séances, les raccourcir en tout cas. En pratique, on a aussi des animaux qui ont parfois une perte de vision, une perte d'audition. Donc, on va chercher à renforcer de manière positive la séance. Alors, souvent, c'est par l'odorat, avec l'appétence avec des friandises, tout simplement. Ça, c'est en général, c'est des choses qui ne perdent pas trop. À partir du moment où le labrador ne veut plus sa petite friandise malgré les 15 ans passés, c'est qu'on peut se poser des questions. Mais voilà, on va essayer de renforcer positivement pour que l'animal ait envie de continuer à faire des efforts parce que ça leur coûte quand même plus qu'un animal plus jeune. Et on va adapter aussi en fonction de la motivation et de la vie du propriétaire. On va mettre en place avec le propriétaire des objectifs qui sont atteignables et réalistes. On ne va pas lui dire que son chien peut refaire des randonnées de 15 km avec 1000 mètres de dénivelé. Le but, ça va être avant tout de récupérer une qualité de vie, un confort de vie ou de la maintenir aussi longtemps que possible. Alors, on continue bien sûr à avoir une collaboration avec le vétérinaire. Alors moi, je suis uniquement physiothérapeute, je ne suis plus vétérinaire généraliste. Donc, c'est vraiment important de garder un lien avec le vétérinaire traitant parce que c'est lui qui va continuer à faire les diagnostics, le suivi médical. Et on doit continuer à avoir une gestion de la douleur qui va être multimodale. Donc, on peut mettre en place de la physiothérapie, mais on a d'autres leviers pour gérer la douleur et qui sont totalement complémentaires à une prise en charge physiothérapeutique. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai mis en place des consultations douleur, parce qu'il y a une prise en charge à prendre à différents niveaux pour la gestion de la douleur. Et on va essayer de renforcer l'alliance thérapeutique, donc le lien entre physiothérapeute, vétérinaire et propriétaire pour qu'on ait une meilleure observance, un meilleur suivi du protocole, du plan thérapeutique par le propriétaire. Avec un objectif commun, je l'ai dit plusieurs fois, c'est maintenir cette qualité de vie aussi longtemps que possible. Alors, on va parler des cas cliniques maintenant. Oui, on vous propose 3 cas cliniques que Elsa va développer. Donc, le premier, c'est Summer, un berger blanc suisse de 8 ans et demi et qui présente une dysplasie bilatérale des hanches.
qui lui entraîne une arthrose des hanches et une spondylarthrose. Donc, ça veut dire que en pratique, il a une raideur au niveau des postérieurs. Il reporte son poids du coup sur les antérieurs. Elsa, il note une légère amyotrophie de son postérieur gauche. Et du coup, il reporte aussi son poids sur le postérieur droit. C'est ça. Alors, Summer, c'est la chienne de mon assistante vétérinaire qui fait de la physiothérapie avec elle depuis plusieurs années. Alors, j'ai fait également une analyse de la posture. Donc, en temps normal, le chien a 30% du poids sur les pattes avant et 20% sur les pattes arrière. Là, on a un report de poil, mais que 15% sur son postérieur gauche. On le voit en rouge sur le graphique que je vous ai montré. Donc, Summer, elle a des douleurs au niveau du dos, aussi le bas du dos, et oui, de la raideur au niveau des postérieurs. Alors, le plan thérapeutique qui avait été mis en place pour Summer, c'est de la thérapie laser pour gérer les douleurs. Donc là, on voit en séance de thérapie. Donc, on a fait les hanches et le bas du dos et l'hydrothérapie pour remuscler. Elle fait également aussi des exercices de kinésithérapie, de proprioception sur des ballons un peu instables pour renforcer au niveau des postérieurs. Donc, elle a récupéré au niveau des masses, elle a récupéré de la masse musculaire au niveau des postérieurs. Elle balade plus, elle est beaucoup plus à l'aise en balade. Et entre-temps, elle a déménagé, elle est dans une région maintenant où il y a c'est un peu plus vallonné. Donc, on a pu travailler aussi tout ce qui est en montée de pente pour favoriser le report de poids sur ses pattes arrière, parce qu'elle a tendance à mettre beaucoup de poids devant et à s'affaisser sur les carpes. Et on a une belle amélioration de sa mobilité. Alors, Summer, c'est un cas, entre guillemets, de prise en charge relativement précoce, que senior, 8 ans et demi, on est à la limite du senior pour elle, mais elle a été diagnostiquée de dysplasie à l'âge de 4-5 ans. Donc, on est sur du senior presque préventif. On va chercher à ce qu'elle ne se dégrade pas et la maintenir dans cet état-là, parce qu'elle reste relativement bien musclée, aussi longtemps que possible. Donc ça, c'est l'idéal. C'est des gens qui viennent vous voir relativement tôt dans le vieillissement de leur animal pour pouvoir mettre en place des choses de manière très précoce pour qu'elles se dégradent le moins rapidement possible. Au niveau de l'ergothérapie, ce qu'on va pouvoir proposer pour Summer, c'est des sols antidérapants. On a des intérieurs qui ne sont pas adaptés à nos animaux, avec du carrelage, du parquet. Donc, on va chercher à éviter que l'animal dérape tout le temps à la maison, glisse. Donc, ça peut être par la mise en place de tapis ou éventuellement des petits chaussons antidérapants à la maison. On va lui proposer également un matelas mémoire de forme. Il y a des études qui montrent qu'il y a un réel intérêt de mettre des matelas qui permettent de limiter les appuis au niveau des articulations. Elle n'a pas encore de difficulté à monter dans la voiture. Elle n'a pas de difficulté à sauter dans la voiture. Par contre, on peut déjà à ce stade-là l'habituer à monter sur une rampe pour anticiper le jour où elle aura plus de mal à se propulser dans la voiture. Donc ça, parce que ça va demander un apprentissage et c'est beaucoup plus facile de mettre en place quand l'animal est plus à l'aise au niveau de ses membres qu'une fois que l'animal commence à être un peu plus instable et moins sûr de lui. Et la dernière chose qu'on a proposé à Summer, c'est de mettre une gamelle surélevée. Comme c'est une chienne qui avait déjà tendance à mettre beaucoup de poids devant par compensation de son... on va chercher à surélever un petit peu la gamelle, légèrement l'incliner pour éviter que pendant les moments des repas, elle compense encore plus sur les pattes avant et notamment sur les coudes. Ah, ouais. Ensuite, on passe sur le deuxième cas, qui est un chat. Alors, il s'appelle 974, hein, parce qu'il doit venir de la Réunion, je pense, peut-être. Oui, c'est ça, les propriétaires sont réunionnais. Ouais. Voilà. Donc, c'est un chat européen mâle de 15 ans et demi, qui, lui, a de l'arthrose des hanches et aussi de l'épaule droite. Elle est mise en évidence par des difficultés à sauter et à descendre des éléments hauts, raideur au niveau des postérieurs, et il a même une sensibilité au niveau du bas du dos. Donc, tu vas nous expliquer, c'est qu'il réagit quand il est caressé ou au bas de son dos. Voilà. Alors, oui, c'est ça. 974, il venait, alors, dans un premier temps, surtout pour l'épaule, mais au fur et à mesure, ça fait plus d'1 an et demi que je le suis. Au fur et à mesure, on a eu de la raideur au niveau des postérieurs, difficulté à monter effectivement sur son arbre à chat. Et effectivement, on voit un chat qui, dès qu'on les manipule au niveau du bas du dos, qui montre des signes d'inconfort. Donc, lui, ce qu'on a proposé dans un premier temps, c'est de la thérapie laser et une adaptation de son environnement à la maison. Donc, les chats, ce n'est pas toujours évident de les voir de manière fréquente en physiothérapie pour la partie
mouvement, mobilité. Je suis plus récemment équipée d'un tapis à sac, donc c'est ce qu'on va essayer la prochaine fois, de le faire marcher voilà, tranquillement sur un tapis. C'est plus facile que de le mettre dans le tapis d'hydrothérapie, même si on peut ne pas mettre d'eau dans l'hydrothérapie, c'est toujours un petit peu mouillé, donc les chats, c'est pas toujours bien toléré. Par contre, l'élément principal chez 974, c'est la gestion nutritionnelle. Donc là, je vous ai mis cette jolie petite courbe de poids. Donc, j'ai commencé à le voir en juillet 2024, il était à 9 kilos. Donc, on en parlait d'obésité, il a quand même 15 ans et demi. Hein, donc, voilà. Plus l'obésité, on a 2 facteurs de risque d'aggravation de l'arthrose. Donc, il y a eu une gestion nutritionnelle. Donc là, aujourd'hui, on est à 7 kg, un peu, ouais, 7 kg 8, 9. Donc, on a perdu un gros kilo. Il y a encore quelques kilos à perdre. Mais néanmoins, on a voilà, au moins une courbe légèrement descendante parce que voilà, ça fait vraiment partie de la prise en charge, là, pour le coup, du chat arthrosique. Donc, 974, c'est un patient où on est déjà un peu plus avancé. On a un âge qui est déjà plus avancé, de l'arthrose qui est établie. Il y a le surpoids qui augmente les difficultés locomotrices. Donc, on est sur un patient où il y a une prise en charge plus poussée et plus régulière, on va dire. Là, il vient quasiment toutes les semaines faire du laser. Au niveau de l'ergothérapie, on a mis en place des paliers en fait pour accéder au couchage. Ça peut être des petites marches pour monter sur le canapé, ce genre de choses. Et puis ils ont trouvé cet arbre à chat là qui a différents paliers en fait. Donc c'est un des rares arbres à chat vraiment bien adapté à nos animaux, aux chats seniors. Il n'a pas besoin de sauter en fait. Il peut monter progressivement dans son couchage et il y a un couchage aussi en bas. On va essayer aussi de leur donner accès à des litières qui sont basses et larges. On va éviter les litières où ils doivent rentrer par au-dessus, parce que là, certains animaux sont plus capables de sauter. À la limite, ils arrivent à rentrer dedans, mais ils n'ont pas d'élan pour en sortir. Donc, ça peut représenter certaines difficultés. Donc, ça, c'est important de le prendre en compte. Et pareil, gamelle surélevée, légèrement inclinée pour éviter. En plus, lui, il a de l'arthrose au niveau de l'épaule. Donc, on va éviter à ce qu'il mette encore plus de poids sur ses antérieurs. Donc 974, on a une très belle amélioration avec la prise uniquement de laser pour le coup. Il n'a pas d'autres prises en charge la gestion de la douleur. Il n'a pas d'anti-inflammatoire, pas d'anticorps monoclonaux pour le moment. Bien sûr, on regarde comment ça évolue, mais c'est stable. Et puis, c'est un chat qui retrouve pour le coup des comportements naturels qu'il faisait avant. Il remonte sur l'épaule de son propriétaire, il se balade sur ses épaules. Il retrouve des choses, il recommence à jouer avec sa copine. Enfin voilà, il retrouve des comportements qu'il n'avait plus. Et très, très bête chez le chat, mais qui est important, le toilettage. C'est des animaux qui ont notamment de l'arthrose au niveau du bas du dos, qui sont plus capables de se retourner et faire leur toilette dans le bas du dos. Donc, comment est-ce qu'on le voit? C'est des pellicules, tout simplement. Et ça, c'est un petit détail, mais voilà, qui est vraiment, et que le propriétaire peut tout à fait voir. C'est des animaux qui sont de nouveau capables de se nettoyer correctement dans des zones qui étaient plus accessibles par perte de mobilité au niveau de la colonne. Après, si on a un chat qui est joueur, on peut très bien mettre en place des exercices de kiné avec le jeu. Pour le coup, 974, on s'adapte au caractère, quoi, on va dire. Et le dernier cas, c'est Molly. Donc, c'est une lapine, géant des Flandres. Enfin, non, pardon, Molly, un mâle. Oh là là, je l'ai pas très bien. De 6 ans, qui présente aussi de l'arthrose bilatérale des grasset, plus une spondylose lombaire. Peut-être pour les gens qui ne sont pas veto-ASV, tu peux réexpliquer rapidement où sont les grasset, est-ce que c'est une spondylose en quelques mots. Il a une perte de proprioception du postérieur droit et tu le reçois dans ce contexte. Oui, je le reçois dans ce contexte-là. Alors, il a de l'arthrose au niveau du bas du dos, en gros, et au niveau des genoux. Ça, c'est ressorti avec un scanner, si je ne dis pas de bêtises. Et il a une hernie, c'est pour ça que j'ai oublié de le marquer, pour la perte de proprioception du postérieur droit, il a une hernie non compressive à droite. Donc, c'est ce qui lui fait des troubles neurologiques. Donc, moi, je le vois dans ce contexte-là. Il a 6 ans, donc ce qu'il faut savoir pour un géant des Flandres, c'est déjà un âge un petit peu avancé. Il est dans les seniors pour ce gabarit de lapin. Donc, je le vois dans un contexte de prise en charge de la douleur, de la proprioception, des propriétaires qui sont un peu perdus parce que l'animal, il devient hyper en autonomie. Justement, on est sur un cas encore un peu plus avancé de prise en charge de l'animal senior. Donc, c'est intéressant de voir les 3 étapes. Thérapie laser, je vous disais, c'est très bien toléré. Ça permet de vraiment gérer sa douleur. Les contractures aussi qu'il a par sa position, parce qu'il a vraiment du mal à ramener son postérieur droit. On a fait de la plateforme de proprioception, très, très bien toléré. Bon, il est vraiment adorable. Ce qui permet de le repositionner, travailler le renforcement musculaire et justement essayer de le stimuler au niveau neurologique.
Ils ont des exercices aussi à la maison de kiné passive pour éviter l'ankylose articulaire. Et après, il y a une réelle prise en charge, la petite vidéo pour le laser. Les lapins, ils adorent le laser, hein. J'en ai beaucoup qui s'endorment pendant la séance. Et sur l'ergothérapie, ben, en fait, on a essayé de trouver un système pour que Molly retrouve de l'autonomie. Donc, on a un petit chariot qui est plutôt bien toléré. Alors, on a quand même dû accrocher sa petite patte arrière droite parce que sinon, en fait, elle croise devant le postérieur gauche et ça l'empêche d'avancer correctement. On est en train de chercher un autre système. C'est ce que vous voyez sur la photo au milieu. Ça s'appelle un correcteur proprioceptif. Donc, c'est utilisé chez le chien et le chat. Donc là, on l'a adapté au lapin. En fait, ça s'attache au niveau de l'équivalent de la cheville, du tarse. Et ça permet de relever les doigts dans le bon sens pour éviter qu'il ait tout le temps la patte à l'envers. Donc, on va essayer progressivement de voir si on arrive à le refaire marcher avec ce correcteur proprioceptif. On a mis un maximum de sol antidérapant. Comme chez le chat, on donne accès à un bac à litière qui est bas, qui est facile d'accès pour lui, des couchages qui sont fermes et aussi absorbants pour éviter ce qu'on appelle les pododermatites, les infections au niveau des pattes chez le lapin. C'est assez fréquent, lié à l'âge qu'il reste dans son urine en fait. Et on va donner des points d'accès eau et nourriture à hauteur de nez pour éviter les étirements excessifs au niveau de la colonne. Donc, c'est des petites choses qui paraissent anodines, mais qui sont vraiment importantes et qui, pour le coup, pour l'animal, va lui changer son quotidien. Donc, voilà, c'est plein de petits conseils comme ça. Et c'est vraiment à s'adapter en fonction de l'animal, de son caractère, de l'espèce. Donc, c'est ça aussi qui est très intéressant en physiothérapie, c'est qu'on a une prise en charge au cabinet, mais on a une prise en charge aussi du quotidien de l'animal à la maison. Merci mille fois Elsa pour ça, moi j'ai adoré, donc j'espère que c'est pareil pour les personnes qui sont présentes. Il y a quelques questions et moi j'en ai en plus, donc on va les reprendre. N'hésitez pas à les poser là maintenant si elles vous viennent. Je vois qu'il y en a qui s'ajoutent. Et puis, Elsa va tenter d'y répondre du mieux possible en fonction de ce qu'elle peut. En tout cas, je te remercie encore mille fois, Elsa, d'avoir accepté de venir parmi nous et d'ouvrir voilà, ce temps du midi autour de ce sujet fondamental pour moi. Alors, il y a Aurore qui nous demande, c'est pour son chien, Aurore, hein, donc, qui a de l'arthrose et pourtant il a seulement 4 ans hein, et il a un surpoids aussi assez important. Elle essaye de le faire maigrir, croquettes allégées, ration ménagère, mais ça part en diarrhée. Enfin, c'est un peu compliqué pour le poids visiblement. La thyroïde a été bien vérifiée, il n'y a rien. Et elle arrive à le promener 45 minutes d'affilée, mais finalement, est-ce que ce n'est pas vraiment trop d'un coup? Il veut rentrer au bout d'un moment. Mais comme il doit maigrir, elle est un peu entre les deux, quoi. Alors, il vaut mieux effectivement… Un chihuahua. Oui, c'est un chihuahua, c'est ce que j'ai vu. Il vaut mieux à ce moment-là faire plusieurs petites promenades, même couper à une demi-heure, 20 minutes, en fonction de lui aussi. Puis vérifier qu'il n'y ait pas d'autres répercussions. Donc, tu disais, il y a de l'arthrose. Après, ça va dépendre aussi le stade de l'arthrose. Mais il vaut mieux faire 45 minutes, 1 heure sur la journée, couper en plus petites promenades. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant, tout en gardant un volume d'activité quotidien qui permet de la perte de poids, en plus de la prise en charge nutritionnelle. Ouais. Ok. Deuxième question, est-ce qu'il existe un répertoire où les vétérinaires qui font de la physiothérapie sont inscrits? Alors, il y a le site de l'AFPV, c'est l'Association française de physiothérapie vétérinaire. Anciennement, c'était l'AVEFIR, et qui répertorie les vétérinaires qui exercent en physiothérapie, avec les différents outils aussi qu'ils ont à leur disposition. Je peux vous le mettre en… Ouais, je te le mets, t'inquiète pas, je l'ai mis pour ceux qui le souhaiteraient en bas. Ok, t'as pas parlé des matelas à mémoire de forme, donc qu'est-ce que tu en penses déjà? Et après, la vraie question, c'est est-ce que tu as une marque à conseiller? Alors, moi, ce que je te disais sur les matelas à mémoire de forme, moi, je les commande sur tous les animaux et même le plus jeune âge, hein, même sur les animaux plus jeunes. Il y a un réel intérêt d'un point de vue scientifique. Il y a une étude qui a tendance à montrer qu'il y a un réel impact positif sur la douleur articulaire. Après, une marque à conseiller, honnêtement, non, parce que maintenant, il y en a pas mal qui en font.
Et une question subsidiaire là-dessus, comment tu fais accepter ce matelas-là à des animaux? Moi, je vois pas mal d'animaux, toi aussi, j'imagine, mais moi, je ne sais pas très bien répondre à cette question-là. Donc, toi, tu vas peut-être m'aider. Qui sont vieillissants, ils auraient besoin de plutôt se coucher sur un matelas à mémoire de forme, puis en fait, ils sont toujours couchés sur le dur, sur le carrelage ou sur le parquet. Et en fait, les gens achètent un beau tapis à mémoire de forme que je leur ai conseillé d'acheter. Et en fait, le chien ne s'y met pas. Honnêtement, j'ai pas de solution miracle. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait habituer tout petit. Quand j'ai la chance de les voir pour autre chose un peu plus jeune et de sensibiliser sur ça. Donc, je me dis plus si tôt ils sont la rampe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, je pense typiquement au bouvier qui, sur un matelas à mémoire de forme, aura beaucoup trop chaud et qui préfère se mettre par terre. Après, il y a toujours éventuellement des tapis. Moi, j'achète parfois des tapis de pilates. Alors, je ne donnerai pas de marque en particulier, mais voilà, des gros tapis de pilates. C'est toujours mieux que rien. Voilà, moi, c'est ce que j'ai au cabinet aussi pour coucher les chiens, ceux qui ne veulent pas se mettre sur les matelas à mémoire de forme. Donc, pour éviter en fait d'être sur le sol froid. Mais bon. Ok, ça marche. Là, c'est une question sur le Librela. J'ai une question. Que pensez-vous du Librela? Donc, c'est les anticorps monoclonaux du chien, mais qui existent aussi sur le chat. Notamment, je pense que c'est en lien avec les derniers articles. Alors, je ne suis pas forcément à jour sur les dernières nouveautés qui sont sorties sur le Librela. Enfin, les articles, il y a une article, apparemment, il y a une étude canadienne que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Alors moi, j'ai pas mal de patients qui sont sous Librela pour la gestion, enfin les anticorps monoclonaux ou version chien ou version chat. Et pour ma part, j'ai des très bons retours avec une belle amélioration de la mobilité, une bonne prise en charge de la douleur surtout. Et jusque-là, moi, je n'ai pas eu d'effet secondaire sur mes patients et ça fait quand même quelques années que je l'utilise. Donc après, c'est mon retour clinique. Moi, j'ai un de mes chats aussi, mon chat de 16 ans qui est sous monoclonaux. Donc pour ma part, j'ai pas eu de. Je pense que ça fait référence aux soucis et aux retours que certaines personnes ont pu avoir, mais totalement complémentaire en tout cas de la physiothérapie, clairement. Ok. Là, c'est la physiothérapie est-elle adaptée également aux whippets sportifs ou anciens sportifs confrontés aux difficultés de mobilité? Totalement, oui. Ça dit, évidemment. Et que privilégier, hydrothérapie ou thérapie laser? Là, la réponse, je peux presque la faire en t'ayant écouté, c'est que c'est adapté en fonction de l'individu, de son passé, de son degré de sa musculature, etc., j'imagine. Oui, ça va dépendre s'il a de la douleur ou pas. Parce que difficulté mobilité, ça veut dire est-ce qu'il a perdu en muscle, est-ce qu'il a de la douleur, est-ce qu'il a de l'inflammation. Le laser va vraiment gérer douleur et inflammation, mais après, ça ne va pas le remuscler, ça ne va pas lui faire gagner en mobilité. Indirectement, s'il y a de la douleur, bien sûr. Donc, ça va dépendre. Hydrothérapie, dans tous les cas, je pense que ça peut être indiqué, oui. Tu as des études scientifiques sur l'efficacité, sur les réponses au laser, sur la gestion de l'arthrose? Oui, il y a des études scientifiques. Après, je ne les ai plus forcément en tête, mais il y a des études, notamment en humaine aussi. Je sais qu'en France, ce n'est pas trop utilisé en humaine. Pour le coup, dans les pays anglo-saxons et en Italie, les kinés d'humains sont équipés en thérapie laser. Donc, il y a un réel intérêt. Et moi, j'ai des retours parce que j'ai une kiné à côté de chez moi qui a le même laser que moi, mais version humain. Et là, j'ai une retour de cliente qui a de l'arthrose au niveau des doigts qui me dit que ça lui a changé la vie. Donc, il y a une réelle efficacité, effectivement, scientifiquement prouvée. Donc, Mais c'est vrai qu'il manque d'études encore parce que c'est une discipline qui est en constante évolution et qui n'est pas si vieille que ça, je dirais. Et donc, les études arrivent, mais régulièrement, mais petit à petit aussi, quoi. Petit à petit. C'est ça dans cette discipline. Après, il y a des retours sur le laser, sur les myélopathies dégénératives, sur la dysplasie du coude, du genou, si je ne dis pas de bêtises. Donc, oui, ça commence tout doucement. C'est vrai que la difficulté, c'est toujours d'avoir des témoins, un groupe témoin où il n'y a pas de laser pour voir l'évolution. C'est toujours un peu difficile. Attends, je regarde juste. Alors, attends, je vais un petit peu plus vite. Je ne sais pas si on va pouvoir faire toutes les questions. Je te remets. Là, il y a quelqu'un qui me demande. Les douleurs à froid, au moment du réveil, ça peut être intéressant. Tu vois, Moi, j'ai les douleurs à froid, j'ai introduit comment du réveil, notamment chez l'UPAD, dont le corps est naturellement. Les douleurs à froid, ça va être
ça va être de gérer la douleur, ça veut dire qu'elle n'est pas gérée, ou voilà, c'est d'améliorer la prise en charge de la douleur pour le coup. Alors, ça peut être par des traitements médicamenteux ou une prise en charge autre, physio, phyto, mais c'est une gestion de la douleur en fait. Ouais. Très rapidement, parce que là, ça s'écarte un tout petit peu de notre sujet, mais la physiothérapie, est-ce qu'elle est également utile lors de blessures, rupture du ligament croisé, fissures, dysplasie confirmée ça, c'est tout le reste de ton travail aussi. Elsa ne travaille pas uniquement avec des animaux vieillissants, même si elle les aime beaucoup. Oui, en fait, la physio, il faut vraiment le mettre en exemple de la kiné chez les humains. En fait, nous, on est kinésithérapeute finalement pour les animaux. Donc oui, bien sûr, c'est totalement utile après des blessures liées éventuellement sur des chiens de sport. Tout à fait. Enfin, ça paraît pour moi évident que ça doit passer par une rééducation, vraiment. Surtout dans la reprise d'une activité. Là, la question, c'était sur le laser, justement, à nouveau. Est-ce que tu conseillerais aux propriétaires de s'équiper avec un laser? Impossible de s'équiper avec un laser efficace en tout cas, parce qu'il faut savoir que nos lasers thérapeutiques, comme je disais en médecine vétérinaire, c'est ce qu'on appelle des lasers de classe 4. Donc, c'est uniquement utilisable par des vétérinaires. Donc, il y a un port de lunettes qui est obligatoire, c'est la puissance en fait. Et ce qui va rendre efficace un laser, c'est la puissance que vous allez pouvoir envoyer sur la surface qu'on veut traiter. Et ça, c'est des appareils qui coûtent entre 15 et plus de 20 000, 25 000 euros. Donc, ça va être impossible de s'équiper. J'ai des clients qui m'ont déjà demandé sur certains sites, on voit des lasers qui ressemblent un peu à des stylos. Mais à ce moment-là, c'est des lasers qui sont très, très faibles et il faudrait faire 1h30, 2 heures de séance pour délivrer la bonne quantité d'énergie pour avoir un effet thérapeutique. Donc, non, gardez votre argent et cherchez autre chose à investir pour soulager des bouillottes ou ce genre de choses. C'est pas le laser ça changera pas. Un lien entre le laser et le cancer des os? Oui, contre-indication du laser, il n'y en a pas beaucoup, mais pour tout ce qui est tumoral, on ne fait pas de laser sur une suspicion d'ostéosarcome, de cancer au niveau des os, ou même tout autre cancer tumeur. Ça augmente la multiplication cellulaire, donc ça va juste faire flamber la masse tumorale. Donc, ça ne le provoque pas, mais par contre, ça peut augmenter. La difficulté, c'est que si on a quelques cellules qui sont oui, on ne les voit pas, on a l'impression que ça provoque, mais parce que les cellules étaient là. Les cellules étaient là, ouais. Question que j'aime bien aussi, Gaëlle, merci. Est-ce que en fait, un animal âgé finit toujours par faire de l'arthrose et parce que si on n'a pas de changement de comportement, quoi. En gros, est-ce qu'on passe à côté? Est-ce qu'on peut passer à côté de l'arthrose? Alors, est-ce qu'ils font toujours de l'arthrose? Je pense que je n'aurais pas la réponse. J'aurais tendance à dire oui. Tout dépend jusqu'à quand il vieillit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, s'il y a une autre maladie, insuffisance rénale, problème cardiaque, il est possible que l'animal ne développe jamais de l'arthrose jusqu'à sa fin de vie, parce qu'il peut décéder d'autres pathologies. Après, la difficulté, effectivement, c'est parfois de savoir est-ce qu'il est arthrosique ou pas. Alors, le diagnostic de certitude pour l'arthrose, c'est une radio. On peut avoir des suspicions d'arthrose sur notre examen clinique, mais si on veut en avoir la certitude, ça va être de faire une radio. Donc ça, c'est la première chose. Et si on n'a pas de changement de comportement, c'est qu'il pourrait avoir de l'arthrose, mais pour le coup, qu'il ne génère pas de douleur et du coup, qu'il ne génère pas de perte de mobilité. Moi, j'ai le cas d'une chienne qui a une grosse dysplasie des coudes, qui a 4 ou 5 ans, qui a de l'arthrose au niveau des radios catastrophiques. La chienne, on fait de la physio en entretien une fois par mois depuis 2 ans. Elle n'a aucun signe de son arthrose. Elle fait toutes ses activités normales. Elle est nickel au niveau clinique. Et pourtant, il y a de l'arthrose au niveau de la radio. Mais l'arthrose ne lui pose pas de problème au quotidien, alors, notamment parce qu'on entretient sa masse musculaire, etc. Mais on ne va pas soigner une radio, on soigne un chien ou un chat, peu importe. Donc, on ne va pas faire des traitements en fonction de la radio, on va faire des traitements aussi en fonction, on peut faire de la prévention, bien sûr, mais on va traiter un animal en fonction de sa douleur, de sa perte de mobilité. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on peut effectivement passer à côté parce que l'animal ne présente aucun signe clinique, clairement.
Oui. Et après, peut-être rajouter que par contre, s'intéresser à quels sont les signes cliniques de l'arthrose, parce que par exemple, le chat, ça peut être assez subtil de voir les changements. Ça va être des hésitations avant de monter sur un canapé, etc. Où un propriétaire va se dire, bah, je me suis même pas attardé à ça, alors que finalement, il y avait quand même des petites subtilités qui montraient qu'il y a de l'arthrose. Donc, de bien connaître aussi ces critères-là permet de passer moins à côté potentiellement aussi. Moi, j'avais une ou deux dernières questions, Elsa, pour toi, puis après, on se quittera. Qu'est-ce que tu penses des immersions dans l'eau en bord de mer? Moi, j'habite Oui. au bord de la mer et donc par les propriétaires qui iraient se mettre à l'eau avec leur animal. Est-ce que tu dis que c'est bien? Est-ce qu'il faut leur mettre des gilets de sauvetage, etc. Ça dépend peut-être de la race. Est-ce que toi, tu utilises des gilets de sauvetage aussi dans tes bassins? Je pense, tu sais, tout ce qui est petits chiens un peu type bulldog ou les chiens un petit peu plus compacts comme ça? Alors, les gilets de sauvetage, je vais les utiliser uniquement sur les animaux paralysés, notamment tétraplégiques. Parce qu'en fait, l'effet porteur de l'eau suffit à lui-même pour gérer ces chiens un peu plus, qui ont des déficits neurologiques. On va surtout les utiliser pour la nage, pour éviter que l'animal se fatigue. Pour le coup, pour faire marcher un chien dans l'eau, tu n'auras pas besoin de gilet de sauvetage. Par contre, bien sûr, harnais pour sécuriser déjà. Et puis à ce moment-là, l'intérêt, c'est vraiment de faire marcher dans l'eau. Donc, moi, je dis souvent aux gens, du coup, de marcher au bord de la mer ou sur la plage avec l'animal. Idéalement, à peu près l'eau mi-cuisse. C'est pas avec les vagues, c'est pas toujours évident. Mais ça, l'intérêt, c'est vraiment de faire marcher l'animal. Donc, oui, ça a tout à fait un intérêt pour ceux qui n'ont pas de centre de rééducation ou qui veulent faire de l'hydrothérapie de manière plus naturelle. Moi, je le fais faire en rivière chez nous, tu vois. Et aller dans la rivière et de le faire marcher. Oui. Et après, tu as parlé, moi c'est une question un peu technique, hein. Tu as parlé des chaussons là c'était pour Summer, je crois. Ouais. Les petits chaussons antidérapants, notamment dans des intérieurs où il y a du parquet, du carrelage, etc. Mais combien tu gardes les chaussons? À chaque fois que l'animal est à l'intérieur, tu lui gardes des chaussons? Parce que ça peut être des animaux qui sont en chaussons toute leur vie presque, potentiellement. Ou comment ça se passe? Alors, je vais garder les chaussons effectivement quand l'animal est à l'intérieur. Si l'animal n'a pas tendance à se frotter trop les pattes à l'extérieur, qu'il n'y a pas de risque qu'il s'ouvre les griffes ou qu'il s'ouvre au niveau des pattes. Après, il va falloir vraiment trouver des chaussons avec ce côté antidérapant et qui sont relativement souples pour que l'animal continue à avoir un bon contact avec le sol. Il ne perde pas non plus en proprioception. Oui. Continue à être stimulé au niveau des terminaisons. C'est un peu ça ma question, en fait, probablement derrière. C'était d'être en chaussons tout le temps, est-ce que ça ne va pas Alors, il y a Laura qui parle des pauses. Alors, les pauses sont pas mal, mais le problème, c'est qu'on a un effet aussi un petit peu, ça peut macérer éventuellement. Et puis, pour le coup, les pauses, moi, je les laisse pas sans surveillance parce qu'en fait, ça ressemble à des ballons, en fait, comme des petits ballons de baudruche. J'utilise plutôt sur les chiens paralysés à l'extérieur quand ils ont tendance à s'ouvrir. Par contre, après, il y a différents sites. Alors, je ne sais pas si je peux donner des noms, Marie. Moi, ça ne me dérange pas trop après. Il y a notamment Mikan, par exemple, qui fait donc M-I-K-A-N, Mikan, je ne sais jamais comment on dit, qui fait des chaussons antidérapants qui sont souples. Donc, c'est toute la difficulté. Il faut à la fois le côté souple, le côté antidérapant et les scratchs pour éviter que l'animal les perde aussi quand il marche. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que moi, j'en avais… Ah oui, correcteur proprioceptif. Et puis moi, j'arrête après s'il n'y a pas d'autres questions. Ça marche bien. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Et pareil, tu le mets sur les balades, par exemple. Pour le coup, je le mets que sur les balades parce que ça peut avoir tendance à irriter un peu au niveau des doigts parce qu'on vient quand même tirer, tu vois, les doigts vers le haut. Suivant aussi le correcteur et la qualité du correcteur, on a des frottements qui peuvent se faire. Donc, c'est uniquement pendant les balades pour que l'animal puisse avoir un mouvement. Ouais, marcher convenablement, puis pas s'abîmer les pieds, hein, parce que souvent, quand il y a de un déficit de proprioception avec une patte qui traîne sur le bitume ou sur les zones de marche, c'est ça, ouais. la face dorsale peut s'abîmer. Ok, bon, écoute, Elsa, merci mille fois pour le temps que tu nous as accordé. J'ai trouvé ça super. Visiblement,
Les commentaires disent que c'était plutôt pas mal. Et puis, on mettra en accès le replay. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller suivre Elsa sur les réseaux sociaux parce que tu communiques quand même assez souvent et avec des choses, des posts toujours intéressants que moi, je prends plaisir à lire. Donc, n'hésitez pas à suivre Elsa. Et puis aussi à ta clinique en fonction de là où vous habitez et pour les vétos et les ASV de référer à Elsa du travail, même si je crois que tu ne t'ennuies pas, mais Non, effectivement, parce que tu as pas mal de semaines d'attente pour les prises en charge, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Marie. 2026, bonne fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir.